bienvenue tout le monde à cette première capsule, panel avec nos invités. Donc, on va discuter de la préparation à l'EFC avec trois CPA qui ont vécu l'expérience. Ça fait pas si longtemps que ça. Et ensuite, on va avoir une période de questions là, qui va durer 15 minutes à la fin. Je vais être la gardienne du temps ici. Et qu'est-ce qui est important là, pour vous là, qui écoutez notre Instagram en direct? Vous pouvez poser vos questions à l'aide de la bulle de questions en bas à droite de l'écran. On va sélectionner quelques questions pour y répondre à la fin. Sinon, dans le clavardage, il y a ma collègue Julie Mayotte qui va essayer de répondre au mieux de ses connaissances. Sinon, on va trouver la réponse. Il n'y a pas de problème. Si jamais aussi à la fin là, vous avez des questions qui surviennent, là, vous pouvez écrire dans les messages privés du compte de l'ordre. On va également vous répondre à vos questions. Donc, si on commence, je vais juste essayer une dernière fois d'ajouter Joël avant de commencer. Ouais, il dit qu'il est sur l'ordi, sur le live. Parfait. Merci, Samuel. Je vais juste attendre de voir s'il est capable de s'ajouter. Ben, en attendant que je rajoute ou j'essaye de rajouter Joël, j'aimerais ça que vous preniez un peu de temps là, pour vous présenter brièvement. Donc, bonjour Francesca. Bonjour, donc moi c'est Francesca Zéphir, je suis CPA depuis octobre 2024 officiellement. J'ai passé la première fois l'EFC en septembre 2023 et ensuite ma deuxième tentative a été en mai 2024. Donc moi je travaille présentement dans un cabinet de services professionnels chez Service Groupe Pur en tant que conseillère d'affaires pour les entreprises de toute taille. Super, merci. Samuel? Bonjour tout le monde, très content d'être avec vous. Samuel Morinville. J'ai fait le FC en septembre 2022. Dans le jour 2, j'ai fait le rôle en gestion de la performance et je travaille en conformité fiscale pour le gouvernement fédéral. Super, merci. Joël, est-ce que, même si on ne te voit pas, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux parler pour voir? Non, on n'entend pas. Bon, ça va pas très bien de ce côté-là. On va commencer quand même avec les questions, puis peut-être que tu pourrais essayer, Joël, de nous rejoindre encore avec ton téléphone. Là, je pense qu'au moins, là, la caméra, tu pourrais te mettre derrière la caméra. Donc voilà. Ma première question que j'ai pour vous, quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné concernant la préparation à l'EFC? Francesca, tu peux peut-être commencer. Pour moi, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'était vraiment de gérer mon stress. Je sais que c'est un conseil que beaucoup de personnes donnent, mais le FC, c'est pas nécessairement un examen qui est là pour s'assurer qu'on ait exactement la réponse parfaite, mais plus qu'on s'assure de couvrir tous les aspects importants et qu'on puisse justifier nos réponses. Donc, tant qu'on a une justification derrière notre réponse, je pense qu'il faut se faire confiance à notre raisonnement professionnel, puis à partir de là, pouvoir aller de l'avant pour passer à travers chaque cas. Intéressant. Ton côté, Sam? Le meilleur conseil qu'on m'a donné et qui est en fait le conseil maintenant que j'aimerais partager avec ceux qui se préparent à l'EFC, c'est d'avoir sa propre préparation à soi, dans l'optique qu'il n'existe pas une, une seule préparation, une seule façon de se préparer qui devrait être appliquée vraiment par tout le monde. C'est pas une recette, un moule dans lequel il faut que tu fites si je peux me permettre l'expression. Donc, c'est vraiment d'y aller à son propre rythme en fonction de ses priorités. Donc, par exemple, de mettre plus d'emphase sur les sujets qui nous posent un petit peu plus de difficultés, passer un petit peu moins de temps sur les sujets pour lesquels on a un petit peu plus de facilité. Donc ça, c'est vraiment un conseil qui m'a vraiment été bien valable. Vous savez, j'ai des amis qui étudiaient 7 jours par semaine pendant toute la journée, alors que j'ai d'autres amis qui étudiaient 3 jours par semaine pour des petits blocs de temps, mais plus de blocs, par exemple, dans la journée. Et ultimement, bon, c'est tous rendus à l'EFC en même temps et globalement, les résultats de l'EFC ont été assez similaires pour chacun d'entre nous. Donc, ce qui convient pour un
peut ne pas convenir à l'autre et c'est vraiment correct. La préparation à l'EFC, elle est longue quand même, donc on a le temps aussi là, de venir rectifier le tir et s'ajuster au fur et à mesure de sa préparation. Donc, essayez de ne pas vous laisser trop influencer par ce que les autres font, parce que vous dites, oh mon Dieu, mais là, moi, je sais pas ça, est-ce que je devrais faire ça? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est toujours un peu à prendre avec un grain de sel, mais vraiment, allez-y avec ce que vous pensez est la meilleure chose pour vous. Je suis vraiment d'accord. Merci. Je vais embarquer avec ma deuxième question maintenant. Quels étaient les essentiels de votre routine lors de votre préparation? Est-ce qu'il y avait des incontournables, des choses que vous faisiez à tous les jours? Est-ce que vous preniez du temps aussi de pause? Comment vous avez géré ça? Samuel. Euh, Ben, c'est certain que ça revient un petit peu à ce que je disais précédemment. C'est certain qu'il faut trouver un équilibre dans tout ça. Donc moi, personnellement, j'étudiais là, je vous dirais peut-être environ 5 à 6 jours par semaine. Je pouvais par exemple étudier le samedi matin, mais ensuite j'allais me réserver le samedi après-midi, soirée et le dimanche de libre. Quand même essayer de venir, conserver une certaine balance, un certain équilibre, une certaine qualité de vie. C'est pas réaliste non plus de se dire qu'on va étudier en permanence. Et le cerveau, à un certain point, il est plus capable d'assimiler plus d'informations et d'en prendre plus. Donc, tu sais, faut quand même être bienveillant envers son corps et son cerveau, si on peut dire. Donc, c'est vraiment super important pour moi là, de prendre des pauses, puis même dans la journée, par exemple, après peut-être un bloc de 3 heures ou après avoir fait une simulation, mais là, je m'accordais un petit peu de temps pour pouvoir prendre, tu sais ça, décanter un peu. Donc voilà. C'est super, merci. Salut Joël. Bonjour, excusez-moi des délais. Il n'y a pas de problème. Je vais juste m'assurer qu'on t'entende. Là, je vais passer à Francesca, puis si jamais tu as une petite réponse pour nous, je vais revenir à toi. Francesca, tu peux y aller. Donc, pour moi, déjà là, j'ai commencé avec un 6 mois de vacances. Donc, j'ai pris 6 mois off work pour être sûre que je puisse vraiment me concentrer à l'examen. Puis, je refusais de commencer ou de terminer mes journées avec de l'étude. Donc, moi, je m'assurais que quand je débutais ma journée, par exemple, j'allais m'entraîner, j'allais aller au restaurant pour déjeuner avec des amis, etc. Puis, la même chose pour ma soirée. Donc, je voulais m'assurer que ma soirée était libre. Puis mes blocs d'études, c'était plus durant la journée. Donc, je l'ai un peu traité comme si que mes études, c'était mon travail pendant ces 6 mois-là. Donc, je faisais un 5 à 6 heures, un peu comme Samuel pour un peu étudier, etc. Je prenais des pauses à chaque bloc de 3 heures. Puis, je m'assurais de vraiment faire des simulations d'examen. Donc, me mettre dans une pièce fermée où j'ai pas accès à mon cellulaire ou à d'autres documents. Je fais que faire le cas puis de me repratiquer là-dedans. Comme ça me mettait un peu en situation de stress, disons, pour que je sois sûre qu'à l'examen, la situation soit similaire puis que je sois le mieux préparée. Super, merci. Joël, allô? Peut-être que tu pourrais, avant de répondre à la question, peut-être te présenter rapidement. Yes, absolument. Donc, mon nom c'est Gel et j'ai écrit mon AFC en septembre 2022. Donc, bonjour à tous. Génial. Je parlais un peu de ta routine. Je me demandais si tu en avais une quand tu t'étais préparé pour le FC. Ouais, ben absolument. Dans le fond, un peu comme mes collègues l'ont dit, un peu dépendamment, c'est l'important, c'est l'équilibre. Tu sais, moi personnellement, je faisais avec le programme national, donc c'est en sorte que je continue à travailler pendant l'été quand même. Donc, tu sais, moi, ce qui était important, c'est d'être rigoureux. Je pense là dans la méthode de travail qu'on suivait. Donc, tu sais, c'était les week-ends. Je les passais vraiment dans mes études, puis 2 soirs semaine là-dessus. Puis c'est vraiment rigoureux de pas essayer de trop tricher à ce niveau-là, puis de continuer à avoir un équilibre aussi quand même. Là, tu sais, les week-ends, les soirs ou les vendredis ou peu importe. De prendre le temps avec ses amis, prendre le temps avec sa famille, ça nous aide à décrocher un petit peu à ce niveau-là. Puis dans le dernier droit, dans le fond, la routine, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai pris comme complètement congé au travail, puis je me suis vraiment encore plus concentré dans tout ça. Fait que c'est sûr qu'on manque des fois certains événements qui sont intéressants l'été, mais c'est comme le petit dernier droit à faire avant l'examen. Super. Ben merci beaucoup. Tout ce que j'entends là, c'est un équilibre dans le fond là. Faut continuer là pour pouvoir garder une saine santé mentale, je pense. En effet, puis si je peux surenchérir, Jenny, je pense que un peu ce qui est ressorti aussi, c'est justement c'est l'équilibre. Donc, on évite là les 7 jours d'études par semaine le plus qu'on peut quand même là. Donc c'est ça. L'équilibre, c'est vraiment super super important.
Super. Merci beaucoup. Je vais tout de suite on parle de ce sujet-là, là, mais j'ai une question dans la bulle. Quand avez-vous commencé votre préparation de l'EFC? 5-6 jours par semaine? Combien de temps avant l'examen? Quand est-ce que vous avez commencé? Quel mois? Est-ce que c'était au mois de mai, au mois de juin? Francesca? Dans le fond, moi, j'ai commencé dès le début de ma période d'études. Donc, je m'étais donné 6 mois, puis je voulais être sûre de ne pas être stressée avec, par exemple, des sujets que je maîtrisais pas, etc. Donc, je voulais me donner assez de temps. Donc, moi, c'était dès le début. J'ai commencé à traiter un 5 jours semaine comme si c'était ma job tout au long. Puis, je vous dirais que vers la fin, quand j'étais plus proche de l'examen, c'est là que je me laissais un peu plus de temps pour me faire confiance, pour me dire que là, ça fait plusieurs mois que je me pratique, je me fais confiance, j'ai pas besoin d'étudier autant. Puis là, la balance, j'arrivais un peu mieux à avoir un été rendu là. Samuel, peut-être toi, vers quel mois tu avais commencé à te préparer? Ben, en fait, je vais donner peut-être un conseil à ne pas faire. Moi, en mai, pendant le cas national, j'ai travaillé à temps plein. Mon niveau de plaisir était vraiment pas très élevé. Donc, quand le cas national a fini, là, donc à la fin mai, donc juin jusqu'à, je dirais, environ mi-juillet, fin juillet, je travaillais là seulement 2 jours par semaine. Donc, je passais peut-être 3-4 jours à étudier. Mais vraiment, là, étudier 5-6 jours par semaine. Moi, j'ai commencé ben c'est ça, plus ou moins mi-juillet, fin juillet, là, jusqu'au moment de l'EFC. Un petit peu comme Francesca, je dirais la dernière semaine, j'ai commencé à ralentir la cadence également. Super. On va y aller avec ma prochaine question. Bon, vous savez que dans chaque cas, là, et dans l'EFC en général, il y a des opportunités d'évaluation qui doivent être prises en compte. Comment avez-vous tenu compte de ça durant l'examen et comment vous avez géré votre temps durant l'examen? Joël? Oui, absolument. Je pense, dans le fond, on nous en parle souvent aussi pendant qu'on se pratique pour les examens. C'est toujours se faire un plan de match. D'abord, dites-vous que les occasions d'évaluation que vous allez voir ou autres, vous allez, à force de faire des pratiques, vous allez finir par les voir, puis vous allez finir par les déceler assez rapidement. C'est la première des choses. Donc, faites-vous confiance au nombre de pratiques que vous allez faire. Puis, dans un deuxième temps, c'est de vous faire un plan de match quand vous arrivez des fois en jour 3, où il y a plusieurs cas, ou dans un jour 2, où il y a un grand cas. C'est de vous attribuer du temps puis de le respecter. Vous le faites en examen pratique, continuez de le faire encore, puis ne trichez pas trop parce que pour l'avoir vécu des fois en jour 3, j'ai assez triché sur certains temps pour l'avoir, puis j'ai couru après vers la fin. Fait que maintenez le temps que vous vous dites, allez chercher vos minimums que vous avez nécessaires pour aller chercher ce que vous voulez en termes d'envoi d'être compétent ou compétent, puis continuez votre plan de match tout au long. Francesca, de ton côté, est-ce que c'était la même chose? Oui, c'est la même chose. Puis moi, qu'est-ce que je peux rajouter, c'est que je scannais beaucoup les annexes. Donc, à force de faire des cas, justement, tu vas voir qu'il y a certains annexes qui reviennent à chaque fois pour chacune des opportunités d'évaluation. Donc, le plus de cas que tu vois, le plus tu vas commencer à connaître ce type de signes. Puis, à partir de là, j'arrivais un peu me mettre un temps précis que je voulais prendre pour répondre à cette opportunité d'évaluation. Donc, il y en a certaines que, par exemple, moi, dans le programme universitaire, le professeur nous disait que ceux-là, ils sont beaucoup plus importants. Assurez-vous d'avoir des réponses un peu plus développées. Donc, je m'assurais de mettre un temps pour chacune de ces réponses-là. Puis, les problèmes qui étaient un peu moins majeurs, ben, à ce moment-là, je passais un peu moins de temps. Puis, des fois, je faisais juste les mentionner sans nécessairement aller en détail pour qu'au moins dans l'évaluation, on voit que je l'ai vu sans nécessairement avoir le temps d'aller en détail là-dessus. Super. As-tu quelque chose à rajouter, Sam? Oui, en fait, j'ai une longue réponse à ce que tu dirais. Faut savoir, là, le FC, c'est un peu une recette. Dans le jour 2, on sait qu'il va y avoir 6 opportunités d'évaluation dans le commun et il y en aura 7 dans le rôle. Dans le jour 3, on sait qu'il y a 18 opportunités d'évaluation parmi les trois cas. Si je vais par le jour 3, ben, il y a toujours un temps suggéré pour chacune des simulations. Ce temps-là n'est pas sorti d'un chapeau, là. C'est un travail du côté de CEPA Canada là, qui est rigoureux pour vraiment venir évaluer le temps qui devrait être consacré à ce cas-là. Donc, je dirais, fiez-vous à ce temps-là. Puis comme je l'ai mentionné, essayer de tricher, ça peut toujours être un petit peu téméraire. Donc, moi, c'est ma stratégie pour le jour 3, vraiment me fier sur les temps qui étaient mentionnés, les temps suggérés. Puis pour le jour 2, ben, j'ai toujours utilisé la même recette.
Donc, sur 5 heures, ben, je m'accordais 1 heure pour faire la lecture. Ensuite, je me gardais 1h30 pour faire le commun et 2h30 pour venir faire le rôle. Donc, moi, c'est toujours la recette euh, que j'ai adoptée et ça m'a quand même bien servi, je vous dirais. OK. Juste pour clore peut-être cette discussion-là, est-ce que pour Francesca ou Joël, vous aviez une recette ou c'était vraiment, tu sais, vous y allez selon le temps que ça vous prenait à lire et faire le cas? Joël? Ben, je voudrais que ça ressemble, tu sais, oui, une recette, là, c'est sûr. Tu sais, je vous dirais comme un peu comme Samuel dit, tu t'alloues un peu du temps, tu sais combien que tu te mets un peu de lecture là-dessus, combien que tu fais à ce niveau-là. Peut-être ça peut être des codes de couleur aussi, là, c'est pas quelque chose que j'utilise nécessairement, mais tu sais, si c'est fiscalité, mettons, si ça peut vous aider, une certaine manière de le souligner ou autre, ça peut vous aider à rapidement revenir. Dans votre jour 3, comment vous allez le gérer. Tu sais, vous le savez, des fois, en jour 3, pour exemple, en fiscalité, il faut être en voie d'être compétent, ben, ça veut dire que, OK, ben, je peux passer un petit peu moins de temps là-dessus. Je sais que ça me prend pas beaucoup de temps. Fait que, donnez-vous peut-être des codes de couleur ou des surlignements possibles qui vous aident à revenir rapidement si jamais vous manquez de temps ou autre. Là. Super. As-tu quelque chose pour finir, Francesca, rapidement? Exactement, je faisais exactement ce truc de mettre un code de couleur, puis je m'annotais aussi le cas, donc je m'assurais de mettre les sujets en gros, puis un peu comme Samuel a dit, de m'assurer de respecter le temps. Donc même si j'avais pas terminé, puis que le temps était terminé, ben je passais au prochain, puis au pire je reviens si jamais j'ai du temps à la fin. Mais c'est sûr que je restais pas sur le cas pour m'assurer d'avoir les réponses complètes, puis on passe à autre chose parce que c'est ça. L'important c'est juste d'identifier les problèmes et pas nécessairement aller dans le détail pour chacun d'entre eux. Super, merci. Prochaine question. Comment vous êtes-vous préparé mentalement à l'examen? Puis je pense plus précisément, comment avez-vous maintenu votre confiance entre chaque journée de l'EFC? On sait que ça peut être très drainant, puis demandant, stressant, toutes ces émotions-là qu'on vit, là, ces 3 journées-là. Francesca? Moi, je vous dirais que mon truc, c'était de m'isoler, qui veut dire que je trouvais qu'à travers chacun des jours, quand je parlais avec des collègues qui passaient aussi l'examen CPA, ils me stressaient plus qu'autre chose. Donc, des fois, ils avaient vu certains points que moi, j'avais pas vu ou que même des fois, le cas est différent. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas vu exactement les mêmes points. Donc, moi, je m'assurais de vraiment rester un peu dans ma bulle. Donc, je me faisais confiance avec qu'est-ce que j'avais répondu. Je voulais pas aller m'évaluer comparativement aux autres. Puis, je m'assurais que justement, le soir, quand je rentrais à la maison, je voulais pas nécessairement étudier en plus. Je pense que je me suis alloué assez de temps pour étudier auparavant. Donc, je m'assurais d'avoir mon 8 heures de sommeil, de bien manger surtout parce que moi, par exemple, je m'en souviens pour le jour 1, toute la salle entendait mon estomac en train de grogner tellement que j'avais faim. J'avais oublié de manger. Puis là, l'examen est quand même long. Donc, ça perturbe aussi ta concentration et c'était ça mon conseil que j'avais. Super. Samuel? En fait, un peu comme Francesca l'a mentionné, en effet, c'est beaucoup de décrocher. Donc, tu sais, suivant l'examen, ben, on se retrouvait évidemment avec des amis, mais les seules conversations qu'on avait, c'était, par exemple, j'ai été déstabilisé par l'opportunité d'évaluation, et là, je pêche un exemple, sur le contrat de location, par exemple, ou l'opportunité d'évaluation en fiscalité, je l'ai trouvé difficile. Mais nos discussions s'arrêtaient à là. On ne voulait pas se parler de nos réponses, comment on a répondu, comment est-ce qu'on l'a interprété ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste un peu de parler de notre ressenti en particulier, mais ensuite, ça s'est arrêté là. Donc, moi, en effet, je n'ai pas étudié là, les après-midi ou quoi que ce soit. Je suis allé faire, chaque après-midi, je suis allé faire du jogging pour penser à autre chose, faire autre chose. Et comme Francesca l'a mentionné, ben, c'est certain qu'une bonne nuit de sommeil avant, disons que 7h30, 8h, j'étais au lit chaque soir. Super. Joël? C'est pas mal très bien résumé, là, je pense, de pas trop parler aux autres parce que c'est un réflexe qu'on a tout le temps de vouloir se comparer, mais c'est de faire attention. Puis bon dodo, aidez-vous, pas trop d'écran avant le dodo pour bien dormir, une petite mélatonine si nécessaire, peu importe votre manière que vous prenez, puis passez à votre deuxième jour. Puis si vraiment ça vous rend anxieux, révisez, mais rapidement, là, passez pas trop de temps à vouloir avoir par cœur vos 6 normes de telle norme là, ou autre. Là, fait que voilà. Super. Quels sont vos meilleurs trucs pour gérer le stress durant la préparation? Parce que je pense que, tu sais, la préparation, c'est un peu comme un marathon, donc on passe beaucoup de temps à se préparer, mais je pense que plus on avance
dans l'été pour la préparation de septembre, là, plus peut-être certaines personnes peuvent se sentir stressées, tout ça. Mais dans un deuxième temps aussi, rendu à l'examen en tant que tel, la gestion du stress sur place lors de l'examen, le matin même. Donc, comment est-ce que vous avez fait là, pour gérer ça? Joël? Yes. Ben, dans le fond, on le mentionne un petit peu, mais pour garder ce stress-là, puis pas rester tout le temps dans la même aura, dans la même atmosphère, c'est garder votre équilibre, continuer de voir des amis de temps en temps. Quand vous avez étudié 8 heures de temps, comme on dit tantôt, comme prenez le temps, décrocher, de faire du jogging, qu'est-ce qui vous fait plaisir, faites-le. C'est pas parce que samedi soir, t'as étudié de 8 heures à 11 heures que là, t'es en train de maîtriser quelque chose qui est important. Vous avez donné des bonnes heures, vous avez, faites-vous confiance là-dessus. Puis je pense que pendant la période d'examen, ce qui est important aussi, c'est respecter votre temps. Moins vous allez le respecter, plus vous allez tricher, plus vous allez sentir que vous êtes à la traîne, puis que là, vous allez devoir rattraper. Puis déjà que votre stress est assez élevé, rajoutez-vous pas du fait que vous sortez de votre plan de match. Donc, restez dans votre plan de match là-dessus, puis je pense que vous allez pouvoir maîtriser de plus en plus vos jours là, d'un à l'autre quand ça va se passer. Là. Super. Samuel? Ben, c'est sûr, la charge mentale là, liée à la préparation à l'UFC, c'est élevé, là, c'est immanquable et c'est correct, ça fait partie de la game. Je pense que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé d'équilibre, puis encore une fois, c'est un peu ça. Mais tu sais, par exemple, si une journée, tu commences ta journée pour étudier, pour faire des cas ou quoi que ce soit, puis t'es comme, hey, je suis pas dedans, je suis lent, j'ai un peu le cerveau dans la brume, si on peut dire, ben alloue-toi une pause ou décide que tu prends ta journée off pour faire autre chose puis tu recommenceras demain puis c'est correct. Tu sais, faut pas non plus essayer de se forcer, si on peut dire, à continuer d'étudier si on sait que ça fonctionnera pas. Donc ça, c'est important. Moi, personnellement, la petite anecdote, la veille que l'examen commence, donc la veille du jour 1, en fin d'après-midi, à genre 5 heures, je me suis booké un massage de 1 heure et demie pour aller vous me permettrez l'expression, là, me calmer les nerfs bien comme faut. Puis ensuite, j'ai vraiment super bien dormi. Mais tu sais, par exemple, le soir, ben, je préparais mes vêtements pour le lendemain. Ben oui, comme on fait pour des enfants du primaire, mais ça faisait en sorte que le matin, quand je me levais, ben, j'avais rien à penser. Je prenais les vêtements, je les mettais, je prenais ma bouteille d'eau dans le frigo, je la mettais dans mon sac et je m'en allais au Palais des Congrès. Puis, ben, rendu sur place, faut arriver quand même tôt là, pour pouvoir faire juste son inscription et s'installer. Mais tu sais, c'était de retrouver de mes amis, de mes collègues de travail, puis discuter, mais discuter de tout sauf de l'EFC, dans le fond, là. Super. Francesca? Pour moi, si je peux rajouter, pour ma planification, j'ai été quand même chanceuse d'avoir des professeurs à l'université qui nous ont donné vraiment plusieurs cas et simulations. Puis, à force de faire des cas, j'ai commencé à avoir un peu un pattern. Donc, il y avait plusieurs sujets qui revenaient presque tout le temps. Il y avait des certaines évaluations, objectifs d'évaluation qu'on voyait tout de suite que c'était clair à l'œil. Donc, ça m'a permis d'avoir un peu plus confiance que, OK, si c'est clair comme ça, j'aurais pas de difficulté à l'examen. Puis, pendant l'examen, moi, je suis une grignoteuse professionnelle. Donc, dès que je suis un peu stressée, j'aime ça grignoter. Donc, je pense que ça menait quelques collations aussi pendant l'examen. Moi, ça m'a aidé. Puis, de toujours rester en contrôle de ton temps parce qu'il n'y a rien de plus paniquant quand tu pensais qu'il te restait, par exemple, 30 minutes, puis finalement, il t'en reste juste 10. Donc, rester en contrôle de son temps, ça m'a aussi aidé à gérer mon stress pendant l'examen. Vraiment. Merci pour ces précieux conseils, là. J'avais pas pensé, Samuel, au massage, là, c'est vraiment bien. Puis aussi, le fait de se préparer, toutes ces affaires, puis tout ça, je pense que ça amène aussi une portion que tu as moins de décisions à prendre la journée même. Tu sais, quand tu pars le matin, puis tout ça, tu es sûr de rien oublier. Puis voilà. Génial. Donc, on va y aller avec la prochaine question. Que feriez-vous de différent si jamais vous aviez à refaire le FC? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous êtes dit, ah ben voilà, j'avais fait ça, mais bon, à le refaire, là, ça aurait été mieux ça ou ça? Francesca? Moi, ce serait de faire un peu plus de groupes d'études parce que des fois, il y a différentes perspectives à voir un cas.
Donc, dépendamment de notre background, notre expérience, etc., certaines personnes, ils se donnaient certains trucs pour pouvoir et voir tout de suite un point d'évaluation, tandis que moi, je le voyais pas nécessairement. Je vous dirais, vers la fin de ma période d'études, j'ai commencé à faire des groupes d'études, mais au début, je le faisais pas trop. Puis à partir de là, des fois, il y en a certains qui ont d'autres ressources à travers leur programme ou que des professeurs privés, etc., qu'ils ont eu accès. Donc, ça m'a aussi aidé à avoir un peu plus confiance. Donc, moi, je dirais de partager les connaissances à travers d'autres collègues futurs CPA, ça pourrait beaucoup aider, puis que j'aurais amélioré ça pour la prochaine fois. Puis quand tu parles de groupe d'études, vous étiez un groupe de combien environ? Puis, tu sais, est-ce que vous voyiez en présentiel? Est-ce que vous échangez des cas? Comment est-ce que vous procédiez? On était en personne. Je te dirais que mes premiers groupes d'études, on était à peu près 5. Puis vers la fin, ça c'est un peu, on a grossi le groupe, mais je vous dirais que plus le groupe est grand, le moins efficace qu'on est, parce que souvent tout le monde veut donner son opinion, tout le monde veut un peu ramener son point, puis là les heures ils continuent. Mais on se réservait une salle à la bibliothèque, puis à partir de là on échangeait un peu nos idées. Puis des fois juste lire un cas ensemble, ça aidait sans nécessairement aller dans le détail du cas, de exactement faire l'évaluation, juste un peu comprendre où sont les points d'évaluation, ça nous aidait à un peu mieux voir le cas. Super, merci. Joël, toi, qu'est-ce que tu ferais de différent? Je voudrais, tu sais, moi, la manière que peut-être que je ferais, c'est que, tu sais, j'ai peut-être passé un petit peu trop de temps sur, tu sais, des normes que j'ai réalisé que il allait peut-être pas tant être à l'EFC. Donc, j'ai essayé de tout maîtriser quasiment ce que j'avais en termes de normes, ce que j'avais en termes de fiscalité, finance, les métriques qu'on a à avoir ou autre. Fait que, tu sais, moi, ce que si j'étais à refaire, maintenant, je ferais plus un peu en entonnoir. Fait que je fais, tu sais, beaucoup de pratiques. Oui, je regarde mes grandes normes ou autres. Je fais un entonnoir, puis là, plus je vais faire de pratiques, plus je vais voir quelque chose que je maîtrise pas. Puis après ça me permet de mieux m'aiguiller vers ce que j'ai besoin d'étudier le plus important. Parce que rappelons-nous une chose, après tout, tu sais, quand on étudie pour le CPA, tu sais, c'est quand vous arrivez dans la vraie vie de tous les jours, les grandes normes qui reviennent souvent, comme les ventes, comme les immobilisations. Donc, ces normes-là, c'est ça qui est le plus important. Tu sais, il y a certaines normes, des fois, qui sont très, très pointueuses que, oui, vous pouvez maîtriser, mais c'est peut-être pas nécessairement ce qu'il va y avoir à l'EFC. Donc, tu sais, prenez le temps de vraiment connaître vos grandes normes. C'est ça que j'ai peut-être réalisé, que j'ai passé trop de temps sur les choses qui étaient un petit peu moins peut-être importantes. Puis ça a fait que j'ai peut-être négligé un petit peu dans les choses qui étaient plus primordiales, mettons, pour bien passer l'EFC. Super. Et toi, Sam? J'ai pas particulièrement à rajouter sur ce que Francesca et Joël ont déjà dit. En effet, l'information financière, personnellement, pour moi, c'est un sujet qui est un petit peu plus difficile. Et comme Joël l'a mentionné, j'ai peut-être passé beaucoup de temps sur des sujets qui, au final, j'aurais peut-être pas dû. Tu sais, certains, on sait jamais c'est quoi le contenu qu'il va y avoir dans l'EFC, donc on veut être prêt à toute éventualité. Mais par exemple, si j'avais été peut-être plus solide sur un nombre de normes un petit peu plus, tu sais, qui reviennent un peu plus souvent, ben, j'aurais été capable d'y répondre plus rapidement, facilement, qui aurait peut-être pu me donner 1, 2, 3 minutes de plus que j'aurais peut-être pu mettre sur cette demande-là, par exemple. Là, moi, je me souviens, c'était un immeuble de placement, là, et je me souviens, l'information se chamboulait dans ma tête, et là, je scrollais dans la norme, là, puis je savais ce que je voulais dire, mais là, j'étais stressé, c'était ma dernière OA du jour 2, là, je voyais le temps qui passait, et là, je ne voyais plus rien dans la norme, plus rien du tout. Ah non, on veut pas que ça l'arrive, on veut pas que ça l'arrive. Pour revenir aussi peut-être à ta réponse, Francesca, je me demandais, là, le groupe d'études, je trouve que c'est intéressant comme idée, mais est-ce que vous échangiez des cas quand, tu sais, pour la correction, là, étant donné que c'est des pairs, tu sais, est-ce que c'est des choses que vous faisiez? Y a-t-il des choses que tu as appris en faisant ça? Tu te rendais-tu compte de certaines choses? Oui, on faisait aussi, on s'échangeait des cas, donc une personne corrigeait l'autre, puis après passait à travers sa réponse. Un des trucs que j'ai aussi, que je peux aussi rajouter comme conseil, c'est l'importance de savoir comment chercher dans nos chats. Donc, souvent, pendant l'examen, etc., on est stressé, c'est comme si qu'on voit gris, on voit pas où sont les sections. Donc, par exemple, une des correctrices de mon examen d'un cas qu'on avait fait, elle m'avait montré ces trucs ou ces mots-clés qu'elle s'assurait d'avoir un peu pour pouvoir chercher dans nos chats. Parce que oui, les informations sont dans ta tête, mais nos chats peuvent un peu t'aider à savoir où les prendre, les copier-coller, etc. Donc, nous, on s'entraidait avec ces informations-là, puis aussi beaucoup de tips and tricks de comment toi, tu arrives à avoir une opportunité
l'évaluation tout de suite? Comment toi, tu t'assures de mettre ça en point de forme? Par exemple, moi, je sais que je faisais beaucoup de longues phrases. Donc, je m'étais dit que si je faisais des phrases complètes, mon idée était plus claire. Tandis que beaucoup de gens, j'ai vu qu'ils faisaient des points de forme pour se dire non, on n'a pas le temps de faire des phrases complètes, il faut y aller. Donc, tu vois aussi les différents types d'analyse et d'écriture des autres, puis tu peux t'adapter selon les méthodologies qui fonctionnent pour toi. Super. Ben, je pense que ça fait bien le tour, là. C'est vraiment tous des bons trucs, je pense, pour ceux qui nous écoutent. Bon, maintenant, on va aborder un sujet là, qui fait un peu peur à beaucoup de gens, mais c'est l'éléphant dans la pièce, il faut vraiment en parler, c'est les échecs. C'est possible, ça l'arrive. Est-ce que c'est la fin du monde? Pas du tout. Francesca, toi, de ton côté, là, lors de la première tentative à l'EFC, tu avais connu un échec pour le jour 1. Est-ce que tu pourrais nous en parler plus en détail? Est-ce que ça a changé quelque chose à ta carrière, ta vie? On t'écoute. Dans le fond, comme on le sait, le jour 1, c'est un différent chapeau, si je peux dire, qu'il faut porter. Donc, moi, je te dirais que l'erreur que j'ai faite durant mes études, c'est que j'étudiais pour chaque type d'examen, donc chaque jour, comme si c'était le même examen. Tandis que le jour 1, tu es vraiment un conseiller d'affaires. Donc, ton but, c'est de prioriser les problématiques et de t'assurer de les souligner aux clients. Donc moi, c'est un peu ça que j'ai pas fait. J'ai pas fait la distinction entre les différents rôles d'un jour à l'autre. Puis oui, effectivement, j'ai coulé l'examen du jour 1. Puis au début, quand j'ai appris la nouvelle, je vous jure, j'étais restée devant l'ordinateur à refresh la page plusieurs fois. J'y croyais pas. En plus, moi, c'est la première fois de toutes mes études que je coulais un examen. Donc, j'y croyais pas. Puis, je vous dirais que les premières journées, j'ai pleuré. J'étais carrément en dépression, que là, je m'étais dit, c'est la fin de ma carrière. Tout se passe mal. Puis en plus, moi, j'étais en firme. Donc en firme, souvent, il y a des célébrations pour avoir passé l'examen, qu'on ait le résultat ou pas. Donc les célébrations étaient déjà organisées. Tout le monde savait que techniquement, j'allais avoir le résultat. Donc je recevais déjà des félicitations par des personnes qui savaient pas si j'avais passé l'examen ou pas. Mais maintenant que j'ai pris du recul, je vous dirais que ça a été juste un détour. Donc, dans le fond, le fait d'avoir coulé le jour 1 ne m'a pas arrêté du tout. Puis que même, j'ai réalisé que le fait que j'avais passé les 2 jours les plus durs, donc le jour 2 et le jour 3, c'était même un avantage. Donc, maintenant que je repassais l'examen pour une deuxième reprise, j'arrivais à simplement me concentrer sur le jour 1 où je suis un peu plus un conseiller d'affaires. Donc, maintenant, regardez, quand je regarde en arrière, il n'y a jamais personne qui m'a demandé « Oh, mais toi, tu es une CPA, est-ce que tu as passé au premier coup ou au deuxième coup? » Ça change absolument rien à ma carrière. J'ai pu continuer à progresser. Puis même que je vous dirais que la deuxième fois que je suis retournée à l'examen, j'avais un objectif plus clair et précis parce que là, je comprenais pourquoi je le faisais. J'étais pas nécessairement en mode robot que, oh oui, là, c'est la fin de mes études, je dois passer l'examen parce qu'on m'a dit de le faire. Là, j'allais le passer parce que j'avais un objectif personnel que oui, je veux obtenir mon CPA, oui, je veux devenir un conseiller d'affaires. Donc, c'est important pour moi que j'aille jusqu'au bout. Ça m'a aussi beaucoup appris la résilience. Donc, s'assurer que malgré les obstacles, j'arrive à me relever puis de voir le positif dans tout ça. Tout ce qui était affirmation positive, des fois, ça peut paraître un peu silly, comme si on n'a pas de besoin, mais moi, je pense que ça m'a aidé parce que tout ce qui est... Pourquoi j'ai coulé le jour 1, c'était qu'est-ce qui se passait ici. Donc, mentalement, je pense que j'étais pas prête, j'avais pas assez géré mon stress, etc. Mais au moment que je suis retournée pour le deuxième tour, là, j'étais beaucoup plus confiante. Puis, je voyais même dans la salle les gens qui, eux, ils avaient 3 jours à faire. Leur stress, leur niveau de stress était beaucoup plus haut que moi qui avais juste un jour. Donc, tout ça pour dire que ça va absolument rien changer. Je trouve que ça fait même partie des fois de mon growth, de mon développement professionnel, que j'ai pu retourner étudier, me concentrer et de quand même passer l'examen pour obtenir mon titre. Merci de partager tout ça. C'est sûr que c'est vraiment pas facile. Puis là, t'en as parlé un peu au début de ta réponse, mais la pression sociale aussi, tu sais, c'est pas juste nous-mêmes et face à l'échec, mais c'est la pression sociale un peu de notre milieu de travail, de nos pairs et tout ça. Donc c'est pas facile, mais tu sais, on voit très bien là que c'est possible vraiment de passer au travers. Puis tu sais, maintenant que tu travailles là, c'est sûr que ça a aucun impact là. Tu sais, on n'en reparle pas là. Tu as réussi et voilà, tu continues avec ta carrière. Exact. Super. Donc, on va enchaîner. Là, on est un peu en avance sur notre horaire pour les questions. Là. Dans le fond, je vous invite, là, si vous avez des questions qui vous viennent en tête dans la petite bulle, vous pouvez déposer les questions. Il y en a quelques-unes. On va en répondre à une ici. Juste un instant.
Donc, j'ai quand même trouvé bonne. Bon, ça parle de vos faiblesses un peu. Est-ce que vous aviez des faiblesses? Si vous les aviez identifiées, comment vous avez fait pour travailler sur ces faiblesses-là? Est-ce que vous avez des trucs par rapport à ça? Samuel? Oui, ben j'en ai parlé tantôt. Donc moi, l'information financière, là, ça a toujours été ma bête noire. Donc, sachant ceci, quand j'ai bâti mon calendrier d'études, ben je me suis planifié plus de moments pour étudier l'information financière. Et par exemple, à l'opposé, ben moi, la comptabilité de gestion, par exemple, c'est un sujet pour lequel j'avais plus de facilité. Donc, j'ai accordé moins de temps de préparation à ça, étant confiant de mes acquis. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais par exemple, pour revenir sur l'information financière, ce que j'ai fait, ben, j'ai acheté, par exemple, notamment les résumés de Mireille Dubé, donc un outil supplémentaire. Et ensuite, ben, j'ai essayé de me faire moi-même mes résumés des normes, donc vraiment en partant de Nocia. Puis j'ai un peu comme essayé de comparer le résumé que j'ai fait avec les résumés, par exemple, de Mireille Dubé, voir, ben, est-ce que j'étais capable d'aller cibler, c'est quoi les informations les plus pertinentes par rapport à une norme en particulier. Et si oui, bon, mais tant mieux. Sinon, ok, c'est quoi les éléments que j'aurais pu ajouter, par exemple, pour bonifier mon résumé. Certains, ben, quand par exemple, je faisais des cas, puis que là, ensuite, je faisais un peu la révision de ce que j'avais fait, puis que je regardais la solution, ben, certains, je passais également plus de temps sur la solution pour un peu voir, OK, bon, mais qu'est-ce qui aurait dû être mon processus, dans le fond, de réflexion pour arriver à la réponse. Ben, voici, moi, j'ai répondu comme ça, mais là, il aurait fallu que je réponde comme ça, comme ça. Ah, OK, ben, c'est ici, par exemple, j'ai oublié un petit détail. Donc, ça, c'est quelque chose, entre autres, là, que j'ai fait pour essayer de m'améliorer au niveau de l'information financière. Super. Toi, Joël, de ton côté, t'avais-tu des faiblesses que tu avais identifiées? Ben, absolument. Ben, dans le fond, un peu comme Samuel, ma force n'était pas l'information financière, mais plutôt la comptabilité de gestion. Donc, tu sais, la manière, Samuel en a beaucoup résumé comment je l'ai fait aussi. Tu sais, moi, je m'assurais les plus grandes normes, comme je disais, tu sais, les stocks, les immobilisations, les ventes, les maîtriser quand même assez à un niveau assez avancé. Et je m'assurais de bien maîtriser les autres normes qui sont quand même grandes, mais pas les plus importantes non plus, savoir comment qui étaient dans mon référentiel, un peu dans mon Nocia ou autre. Donc, je m'assurais de bien voir, OK, c'est là à peu près qu'on va la réponse, ici. Puis un peu comme Samuel le mentionnait, tu lui regardais la réponse, moi je regardais aussi dans l'auto-évaluation, ça prenait quoi pour me rendre à EVC, ça me prenait quoi pour me rendre en voie d'être compétent, ou d'être compétent, ok, ça me prend tel critère, ok, c'est deux, ça m'en prend deux, ok, parfait, fait que prochaine fois, ok, je vais en mettre deux, puis je devrais être en voie d'être compétent, puis ça va aller, fait que l'auto-évaluation, revoir les grandes normes, puis celles qui sont un peu moins primordiales, c'est de voir comment que c'est dans ton référentiel, puis je pense que ça va vous aider si jamais c'est votre bête noire aussi pour l'examen à l'AFC. Cool. Francesca? Pour moi, ma bête noire, c'était les taxes. Donc, je sais que dans mes premières années de cours de taxes, j'écoutais pas vraiment, etc. Donc, des fois, c'est un peu dur de me rafraîchir les notions. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis retournée carrément à mes livres de première année. Donc, je trouve que des fois, dans les premières années d'études, les livres sont assez complets avec des exemples, beaucoup de pratiques, des corrigés, etc. Chose qu'on n'a pas nécessairement dans les dernières années. Donc, souvent, c'est à très high level dans les dernières années d'études pour les livres, etc. Donc, je suis retournée à la base pour vraiment comprendre qu'est-ce qui arrivait, pourquoi, comprendre la logique surtout, parce que le but, c'est pas nécessairement de travailler comme un robot, de faire un cas comme un robot, mais de vraiment comprendre pourquoi on analyse le cas de cette façon-là. Puis, un peu comme mes collègues, je me suis fait des feuilles de notes pour m'assurer que j'ai pas besoin d'aller retourner à travers plusieurs pages de notes et de théories pour comprendre les notions. J'avais mes notes high level que je m'assurais de réviser, puis que je me suis assurée qu'au début de mes études, que je consacre un temps dédié à simplement taxes pour que je sois confortable, puis qu'ensuite je passe aux autres matières avec lesquelles j'ai plus de notions. Super. J'ai ici une question. Est-ce que c'est vrai que les questions à choix de multiples ne sont pas une bonne façon de réviser? La personne dit, pour ma part, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne façon d'avoir une bonne vue d'ensemble et de toucher à tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire pour cette question? Je peux peut-être y aller pour les. Moi, dans le fond, la manière que je l'approchais avec ça, c'est que ça me permettait un petit peu de venir voir c'est
quoi les volets que je devais mettre l'accent dessus. Donc, quand j'arrivais dans le programme national, pour ceux qui le font peut-être, là, c'est des modules, par exemple, des fois, le fiscalité, finance, peu importe. Fait que quand on arrivait des fois à une certaine semaine, il y a certaines notions à venir voir. Ben, quand je faisais mon questionnaire à choix multiple, ça me disait, il était où mes faiblesses, ça me disait sur quoi il fallait que je mette l'accent. OK, il y a peut-être la vanne, ça va pas en finance, faut que j'aille la revoir, ou, telle norme, mettons, quand j'étais dans le module information financière, ça va pas. Fait que ceux que je maîtrisais, je passais là un petit peu moins de temps, mais ceux que je voyais qu'il y avait, c'était un peu mon talon d'Achille là-dessus, ben, je me disais, OK, là, je vais mettre l'accent. Fait que ça me permettait d'aiguiller un petit peu l'étude que je devais aller mener plus en profondeur ou pas, là, à ce niveau-là. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres choses à rajouter? Ben, je peux peut-être juste un petit mot. Donc, moi, j'ai fait le DSS à l'université. Donc, les questions à choix multiples n'ont pas fait partie de ma préparation. Ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que l'EFC est un examen sur lequel il faut développer, venir mettre sur son examen tout ce que tu penses. Donc, peut-être que de se préparer avec des choix. Là, c'est vraiment gratuit ce que je dis, là, mais peut-être que de se préparer avec des choix multiples, peut-être permet de ne pas pousser la réflexion aussi loin que ce qu'on ferait si on écrirait une réponse à la main, si on peut dire. Parce que j'entends, dans le fond, là, c'est vraiment que ça peut donner une indication de nos points peut-être faibles ou ce qu'il y a à travailler, mais définitivement, il faut aller faire des cas parce que, bon, l'examen, c'est vraiment des cas. C'est vraiment le format de l'examen. Donc, il faut vraiment aller pratiquer ça. Puis la réalité aussi des questions de choix multiples, c'est que généralement, les choix de réponse vont être assez courts. Là, donc, je crois, pourrait peut-être englober peut-être une petite composante, par exemple, de la norme, alors que généralement, le FC, ben, faut y aller pour la norme dans sa globalité aussi. Parfait. J'en ai une autre ici. Quelle a été votre technique d'annotation? Je pense que c'est sûr que c'est quelque chose de personnel, mais peut-être que ça peut donner des idées à certains là, quand vous étiez rendu assis à l'examen. Aviez-vous un code de couleur? Tu sais, aussi, on a un cahier de brouillon. Est-ce que vous aviez utilisé votre cahier de brouillon? Est-ce que vous annotiez tout dans votre cahier d'examen? Ensuite, l'examen est à l'ordinateur. Aviez-vous fait votre plan à l'ordinateur, sur un papier à côté? Est-ce que vous copiez, collez certaines sections? Comment vous faisiez vraiment comme une technique générale là, pour vous retrouver puis gérer là, les cahiers, l'ordinateur, les normes et tout ça? Francesca? Moi, j'annotais directement le cas, donc sur la marge, je m'assurais de mettre des couleurs puis d'écrire en gros pour que je n'oublie pas. Puis une fois que j'en ai parlé, dans le fond, dans ma réponse, je m'assurais d'aller les cocher parce que des fois tu l'as annoté, mais tu as oublié d'aller en parler dans ta réponse finale. Je me suis pas du tout fait de plan, mais c'était simplement par manque de temps parce que déjà dans mes pratiques, je trouvais que j'étais quand même à cheval sur le temps, donc c'était très dur pour moi d'avoir du temps extra. Donc je voulais pas en mettre plus dans la planification, donc je faisais de la notation directement sur le cas. Puis des fois, quand c'était des sujets que je connaissais assez bien, qu'il y avait quelques phrases que je pouvais tout de suite aller dire, j'allais directement dans l'ordinateur pour annoter mes réponses, puis passer au prochain. Parfait, merci. Joël? Un peu comme Francesca là-dessus, là. Donc, dans le fond, c'est vraiment un code de couleur ou autre à noter si jamais ça peut vous aider. Moi, j'ai pas utilisé le brouillon ou quoi que ce soit. C'était vraiment, je mettais, par exemple, OK, ici, en plus, je mettais, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Fait que là, quand je revenais, je m'assurais que je barrais, OK, 1 il est fait, 2 il est fait. Donc, dans le texte même, dès que je voyais une occasion d'évaluation, je venais dire, mettons, 1 fiscal ou, mettons, 1 infofin ou autre. Fait que je revenais directement, de mon côté. Puis, j'ai pas utilement utilisé la couleur, mais tu sais, surligné, puis mais OK, c'est parfait. Puis, ben, comme encore une fois, c'est personnel à chacun comment on le fait, là. Samuel? Moi, je suis allé un petit peu plus différent. Donc, ma stratégie de lecture, c'était de faire vraiment une lecture qui était très, très sommaire en surface du cas pour déceler quelles étaient les opportunités d'évaluation. Et directement, je venais l'inscrire dans mon questionnaire. Et puis, lorsque j'avais terminé d'identifier toutes les demandes, ben là, ensuite, je commençais à répondre en retournant dans le texte pour aller chercher là, les informations importantes à utiliser pour bâtir ma réponse. Parfait. Une autre question aussi que j'ai, aviez-vous appris des sujets par cœur? Avez-vous fait du par cœur, là, des trucs spécifiques que vous avez appris
ou est-ce que, tu sais, c'était vraiment de la compréhension? C'était quoi un peu votre technique là, pour... Ça, je pense que c'est une question qui est vraiment orientée là, sur la matière plus technique. Samuel, de ton côté? Ben, je pense que c'est certain que naturellement, il y a des choses auxquelles tu vas pouvoir répondre par cœur. Par exemple, ça peut être des choses que tu as fait dans le cadre de ton travail et donc que tu faisais un peu au quotidien. Mais il n'y a pas vraiment de sujet là, en particulier que je me suis dit, OK, ça là, faut vraiment que je le connaisse par cœur. Donc, comme je dis, moi, je suis un peu plus allé avec ce que déjà ce que je connaissais un peu par cœur. Puis, en fait, c'est beaucoup aussi à l'EFC comment est-ce qu'on aborde les demandes. Donc moi, en fait, j'ai plus mis l'emphase sur un peu avoir des templates, si on peut dire, de réponses. Lorsqu'on me demande ça, comment est-ce que je devrais répondre? Donc beaucoup plus dans cette optique-là que de vraiment venir apprendre des notions vraiment par cœur. Parfait. Joël, de ton côté? Ben, comme je l'ai mentionné un petit peu là, pendant le live, là, dans le fond, il y a des grandes normes, des importantes normes qu'on est presque sûr qu'ils vont revenir ou pas, comme quand on comptabilise une vente ou par rapport au stock. Donc, il y a certaines grandes normes que j'ai apprises, pas par cœur, mais presque, parce que c'est des choses que c'était presque sûr qu'ils allaient revenir. Puis donc, j'ai pas appris, comme je dirais, l'ensemble des trucs, mais les plus importantes, je pense que ça peut ne pas être mauvais. Puis si vraiment ça rentre pas, tu sais, pourrait répéter pas 40 fois, tu sais, fait juste savoir la norme, comment elle est faite, comme quand vous allez arriver dans l'examen, OK, c'est là, OK, la valeur nette de réalisation pour les stocks, ça va être à peu près ici, parfait, ben je vais aller comme ça. Fait que, voilà, c'est un peu la manière que je l'ai fait. Super. J'ai une question ici que je trouve intéressante parce que dans le fond, c'est pas tant par rapport à l'examen en tant que tel, mais ça parle un peu de vos carrières. Donc, quel changement la réussite à l'examen a eu sur vos différentes carrières? Joël? C'est une bonne question, dans le sens que, tu sais, je voudrais, ça va dépendre de votre parcours que vous allez vouloir choisir. La comptabilité, c'est vraiment large ce que vous pouvez faire avec ça. À ce niveau-là, tu sais, moi, je vous dirais, personnellement, je pense que ce que ça m'a appris, ça m'a développé certains réflexes, certaines manières d'analyser qui a permis je pense, de me démarquer à un certain point durant ma carrière. Donc, tu sais, des fois, l'esprit de synthèse qu'on développe au CPA aussi, à essayer de dire, bon, ben, OK, c'est ça ma problématique, comment qu'on commence par l'identifier, après ça, c'est quoi les points qu'on analyse, comment qu'on conclut. Donc, je pense que tout ce qui est la structure m'a permis vraiment de pouvoir m'améliorer à cet aspect-là lorsqu'on arrivait devant des problématiques d'affaires pour ça. Donc, ça c'est un peu comment que ça a pu m'aider, je pense, dans ma carrière jusqu'à présent. Samuel? En effet, ben un peu comme je le disais, moi, je dirais que c'est peut-être beaucoup au niveau de un certain point au niveau de la concision, là, c'est correct d'égayer son propos dans notre pratique, mais à un moment donné, des fois ils disent more is less, donc de venir un peu revenir à l'essentiel pour favoriser la compréhension. Donc ça a été quand même là, quelque chose qui a été bénéfique bénéfique pour moi à ce niveau-là. Puis en effet, ça peut vous être de la gestion du temps, la gestion des priorités, ça semble s'assurer qu'on parle un peu de tout. Donc, c'est un peu plus des compétences transversales, si on peut dire vraiment que appliquées en soi aussi, là, qui peuvent être très bénéfiques pour la progression de carrière. Est-ce que vous trouvez, ben là, dans le fond, je continue dans cette avenue-là. Vous avez parlé vraiment de comment ça vous a aidé dans votre travail, mais tu sais, dans le fond, la réussite de l'examen, ça veut également dire que vous avez obtenu votre titre CPA. Est-ce que, dans le fond, vous voyez la valeur ajoutée d'avoir votre titre CPA maintenant? Joël? Oui, ben dans le fond, je vous dirais que ça donne accès, dépendamment aussi de la grandeur de l'organisation, ça donne accès à des postes que vous n'allez pas nécessairement comme avoir c'est pas votre CPA ou autre, des fois dans des grandes entreprises publiques à ce niveau-là, ça vous permet de vous sortir. Donc moi, ce que je vous dirais mettons, dans mon parcours personnellement, j'ai peut-être eu dans le fond accès à certaines opportunités ou certaines réalisations ou certains objectifs dans le fond qui étaient différents parce que j'avais réussi à avoir mon CPA à ce niveau-là. Donc je vous dirais ça dépend vraiment, comme je le disais un petit peu, c'est quoi vous visez dans votre carrière. Est-ce que vous voulez travailler pour une compagnie publique? Est-ce que vous voulez être prêt dans un cabinet comme un Big Four?
Donc, tu sais, est-ce que ça là-dessus, c'est sûr que votre CPA est très, très, très fortement recommandé. Donc, qu'est-ce que vous voulez avoir? Puis ça va vous permettre de dire, OK, oui, mais la plupart du temps, si ça reste dans les branches que vous avez de CPA, vraiment, ça va vous aider peut-être des fois à certains postes de gestion ou certaines opportunités vraiment que vous n'allez peut-être pas avoir si vous n'avez pas votre CPA à ce niveau-là. Samuel? Oui, ben en fait, moi, évidemment, je suis un vendu profession CPA, là, on s'entend, mais malheureusement, au sein de la fonction publique, par exemple, je veux dire souvent, c'est pas obligatoire, par exemple, d'avoir son titre, c'est une valeur ajoutée, mais tu sais, sans plus, qui est quand même quelque chose que je trouve dommage. Je travaille beaucoup là à essayer de promouvoir le titre de CPA au sein de la fonction publique, mais par exemple, lorsque j'arrive devant des bureaux de comptables, des bureaux d'avocats et que je me présente comme étant CPA, ben, tu sais, on voit qu'ils sont comme, ah, OK, tu sais, on le sait tous, le titre de CPA, il est très crédible, là. Donc, c'est certain que ça me donne malgré tout là, une crédibilité, même si il n'est pas essentiel pour mon travail. Mais en effet, comme Joël le dit, ben, c'est certain que ça peut quand même être le tremplin vers des opportunités aussi, également. Toi, de ton côté, Francesca, je ne sais pas si tu as eu la chance d'entendre la question. Oui, dans le fond, pour moi, vu que j'ai toujours travaillé en cabinet, donc je peux parler un peu de l'aspect de cabinet, mais pour nous, en cabinet, c'est sûr que ça t'ouvre plusieurs portes, puis même, je te dirais que pour plusieurs départements, le poste de directeur est réservé à quelqu'un qui serait CPA même, parce que certains clients demandent d'avoir des certifications en termes d'assurance, qualité de travail, etc. Ça te montre que ton parcours, si tu as réussi à compléter un parcours d'études aussi complexe, mais ça veut aussi dire que tu as une certaine analyse, un certain professionnalisme, etc. Donc, moi, en cabinet, pour avoir travaillé plus de 10 ans en cabinet, c'est vraiment un requis d'avoir son titre pour plusieurs postes. Puis, ça aide aussi le client à avoir confiance en tes services et ton jugement professionnel. C'est super. Mais ça tire déjà bientôt à la fin, là. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je ne sais pas si de votre côté, vous aviez un petit mot de la fin, un commentaire ou autre que vous aimeriez partager avec nos auditeurs avant que je fasse le mot de la fin. Je dirais aux gens, faites-vous confiance. Faites confiance aux ressources qui sont mises à votre disposition, que ce soit au desk du côté du programme national. Et surtout, n'hésitez pas à changer, modifier et adapter votre plan de match au courant de l'été. Peut-être que vous pensiez que c'est très bon en audit, finalement, les premiers cas que vous faites, peut-être vous démontrent le contraire. Donc, faudrait que je mette un petit peu plus de temps là-dessus. Donc, soyez flexible dans votre préparation, ajustez-vous et surtout, amusez-vous. Hey, c'est super, vraiment merci pour ces bons conseils. Je trouve que ça me vole presque le mot de la fin. Mais dans tous les cas, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir partagé votre expérience. Somme toute, je pense qu'un petit résumé de notre dernière heure, là, le FC, c'est vraiment un marathon. Chacun se prépare le mieux qu'il peut, puis vraiment selon son sentiment à lui. Donc, de pas hésiter d'être agile, mais vraiment de s'écouter dans tout ça. Et tu sais, de se faire confiance, là, que d'avoir pratiqué puis fait des cas et tu sais, avoir du feedback de collègues, de personnes qui nous corrigent et tout ça, donc de les écouter. Vraiment, ça va vous mener vers l'EFC, puis après ça, ben, advienne que pourra rendu à l'EFC. Donc, je voulais juste vous dire, sinon pour finir, que si vous avez des questions qui sont restées sans réponse ou qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez toujours envoyer un message privé sur notre compte Instagram. Ensuite, n'oubliez pas aussi de consulter la page. On a une page ressources et astuces pour réussir le FC sur notre site web. Vous pouvez aussi rester à l'affût de nos médias sociaux. Donc, sur ce, merci beaucoup et bonne préparation à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci.